Bon, on n'a pas de solution, mais on a quelques arguments et quelques certitudes. Bon, là, on est dans l'actualité, donc c'est très difficile d'avoir le recul pour avoir une opinion tout à fait claire et définitive. Et on verra dans le temps, parce que ces sujets-là et ces questions-là, évidemment, se mesurent avec le temps. Alors, Souad, évidemment, lève le doigt parce qu'elle a été légèrement interpellée, donc je vais lui donner la parole. Et peut-être après, si Mahmoud, peut-être tu peux répondre sur la question de la conceptualisation de ce sujet-là. Souad, c'est Mohamed après. Yeah. Thank you very much. Well, I think, you all respect, sir, but, you have a view from your perspective, but I'm a reporter. I just got back from Libya 2 days ago, and I'm just, telling you what the facts are. We could all talk about, yes, everything is great, the dictator is gone, everyone is happy, and they love each other, but these are not the facts. And with regards to what you said, truly, I mean, the question is, what role did Western countries play? And I'm sorry to say that you might have forgotten that not long time ago, actually, President Sarkozy and some other heads of states welcomed Mr. Gaddafi very warmly in their countries. And I think these are facts we shouldn't forget. And, some business deals had been done, and I think very soon the truth is also coming out. There are papers that clearly said that Western intelligence services have supported the regime. They have given them information about people who lived outside of Libya, and these papers are going to be out. And also the business deals, and also the facts about how much money was given to some heads of states. I think we should all be a little bit careful here in only seeing, mixing up the facts. We should really talk about what happened and not saying everyone was against Gaddafi from the beginning. That's not the truth, and I think it's very unfair to paint this picture towards the Libyan people. Now, in terms of what you asked, the intervention and Syria, I would like to first talk about the intervention. I think, I wasn't there when things happened, when it started in Libya. I think it's true, Gaddafi probably would have slaughtered thousands of people in Benghazi. That's, I think there is no question about that. But what happened after this, that, people had been trained and foreign special services went on the ground and helped them and trained them. This reminds me a little bit of the situation we had in Afghanistan, when the Americans and some other intelligence services went and were basically supporting the Mujahideen and also the Taliban. And let's see what will happen in that, let's say, the next 2-3 months. I hope that I'm wrong, but I'm just telling you right now, if you believe that Libya or all the people in Libya are unified, that's not true. Let me get to Syria. I think, and already my speakers here on the left mentioned it, what is missing is some entity that is dealing with these kind of conflicts, that some organization that is maybe intervening or trying to solve the problems when they start. In terms of Syria, sir, due all respect, again, I have to tell you, from the facts that we know, some armed groups are in Syria. And it's not only the peaceful protesters who at the beginning, most of the protesters had been peaceful, they had no arms and so on. But now everything is mixing up in Syria. You have intervention coming from groups in Lebanon, we have other countries getting involved in this, so it's not that easy. Turkey plays a very interesting role, and what is missing is some kind of institution that is trying to help solving the problems when they start. Syria is going to be a mess. I don't know, the decision to basically cut Syria from the Arab League, I don't know if it was the right decision, because you are going to force Syria into the arms of Iran. So that's, something people would have to think about, and I think, unfortunately, what is missing is some kind of group that would intervene when these conflicts start. Thank you, Souad. Je ne peux pas laisser dire que ce sont des groupes étrangers qui animent la révolte en Syrie. C'est une insulte au peuple syrien.
Le peuple syrien se révolte aujourd'hui par lui-même contre un régime abject, et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des... Vous êtes un bon avocat de Kadhafi et de Bachir al-Assad, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Quels sont les groupes étrangers aujourd'hui en Syrie, à côté du régime? Ce sont les groupes des Pasdaran de l'Iran qui viennent aider à la répression. Et pour ce qui concerne la Libye, je n'ai pas dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai dit que ça ne pourra jamais être pire qu'avant, hein, et que quand vous accusez globalement les services occidentaux, parce que j'ai bien compris que vous n'aimez pas beaucoup la France non plus, hein, mais il est clair. Non, mais écoutez, Charles, un peu de discipline. Un peu de la discipline. France, c'est la CIA qui s'entendait avec Kadhafi. Ça, nous le savons. Il y a eu des preuves. Et je disais tout à l'heure que les États-Unis avaient traîné les pieds pour l'intervention parce que Kadhafi leur plaisait beaucoup, hein, et qu'il n'était pas très chaud pour le faire tomber. Et il n'y avait aucune liaison, en revanche, entre... C'est pas la France qui a livré des gens, des opposants libyens à Kadhafi. Merci, vous avez pu répondre. On va continuer. N'importe quoi. Hein. On va continuer à présent, un peu de discipline, et on va essayer de ramener le calme. On peut avoir un débat serein, même si on n'est pas d'accord. C'est Mohamed. Si dans la répartition du temps, je suis lésé et je vais protester. Il y a toujours des lésés et des frustrés. C'est Mohamed, puisque tu as la parole, tu la gardes. Vas-y. Non, il passe son tour en plus. Alors finalement, rapidement, hein. Oui, quand ça vient à moi, ça devient rapide. Non, non, je dois prendre rapidement donc le temps de répondre ou d'apporter certaines précisions. Je ne vais pas abuser du temps de l'assistance, mais je dirais tout simplement que pour revenir à la question de la prolifération des armes, je pense que nous sommes face à un réel problème dans la région. Il ne faut pas quand même qu'on l'occulte en ce moment, surtout, et que l'Afrique du Nord, qui jusqu'à présent, donc pour justement donc donner peut-être juste un chiffre qui peut nous permettre un peu d'avoir une idée. Juste avant, donc il y a 2 ans, il y avait 20 millions d'armes légères qui circulaient dans l'Afrique de l'Ouest, y compris donc quelques millions qui arrivaient un peu dans la région du Sahel ou en Afrique du Nord. Maintenant, donc on est face à une situation nouvelle où le comptage est certainement donc complètement différent, et la réalité donc de cette prolifération, elle est là avec tout ce qu'elle va avoir comme répercussion. Je voulais juste, parce que donc ça a été évoqué, pour dire que c'est un peu paradoxal quand il s'agit justement de trafic d'armes légères. Généralement, le trafic, il est à la base légal, parce que donc le circuit de la vente, il se fait initialement donc d'une manière sur des marchés entièrement donc légaux, mais c'est après le circuit qui finit par donc faire de ces armes qui se retrouvent sur donc un autre marché et qui se retrouvent dans l'illégalité. Donc c'est là où c'est toute la problématique de la vente d'armes, et on le sait que beaucoup de puissances étrangères, sans les nommer, sont très présentes sur le marché de la vente d'armes, et surtout le problème donc des ventes d'armes légères. Alors, ceci donc étant dit, moi je pense que la réalité de la prolifération donc des armes aujourd'hui donc doit justement donc prendre une place importante dans l'intérêt que nous portons à la région. Deuxièmement, donc effectivement, donc il a été question de ce qu'on a apporté un peu comme réponse aux questions. Moi, quand les organisateurs donc ont eu l'aimabilité donc de m'inviter, on m'a demandé donc de parler c'était quoi donc déjà la violence armée, l'impact de la violence armée. Du moment qu'on me demande donc de parler de l'impact de la violence armée, je ne peux pas parler d'autre chose. C'est comme si vous dites à un médecin d'opérer une main, et une fois qu'il l'a fait, après vous lui dites pourquoi vous n'avez pas opéré le pied. Donc on ne pouvait pas donc parler justement donc des causes, parce que donc les organisateurs donc avaient jugé que l'objectif était de parler donc de l'impact. Ceci donc étant dit,
il est certain que dans notre région, et c'est là où moi je finirai donc par là, le problème maintenant donc en matière de violence armée, ce sont donc toutes ces violences qui vont naître et qui sont en train donc de naître à cause justement de la multitude de questions que vous avez évoquées avant, et c'est surtout donc la violence urbaine, et essentiellement donc parce que donc ce qui prend une forme dans la région, ce sont donc ces violences urbaines et le crime. Le crime, puisque donc on est en train d'assister à une évolution, à une mutation donc dans le crime. Tant que des problèmes persistent dans la région, et tant que des acteurs qui sont dans la région, donc parrainés par des États, et c'est là où il faut être, parce que donc bon, il y a une certaine franchise dans un discours. Je vais dire aussi de mon côté qu'il faut aussi donc qu'on soit clair donc jusqu'au bout. Tant que certains États n'ont pas clarifié leur position sur ce qui se passe dans la région. Moi, je ne suis pas là en train de faire donc je ne m'inscris pas dans un problème de concept ou dans un concept ou dans un problème de définition. Il se passe dans l'ensemble de notre région un mouvement de changement qui est en train de porter des pays qui ont refusé jusqu'à présent d'introduire des réformes et des changements pour qu'ils changent et qu'ils deviennent donc des États démocratiques respectueux des droits de l'homme. C'est l'objectif, on ne sait pas donc vers où on va aller. Il y a des incertitudes encore. On sait qu'au Maroc, donc depuis une décennie, il y a donc tout un processus de réforme qui a fait que donc le Maroc s'est bien inscrit depuis au moins donc une décennie dans cette dynamique de réforme. Dans d'autres pays, il n'y a pas eu cela. C'est ce qui fait que chaque expérience pour chaque pays, elle est spécifique. C'est pourquoi donc elle prend dans chaque pays donc la nature qu'on voit dans chacun des pays. Il est certain que tant qu'il y a des positions ambiguës de certains États dans la région, et tant qu'il y a aussi donc une certaine fuite en avant ou une certaine rigidité face à ce qui se passe dans la région, le risque aussi et la menace de voir l'instabilité s'installer dans notre région est grave. Il est aussi donc certain que tant que des groupes continuent à agir dans la région sans être sous aucun contrôle, et on le voit de plus en plus, et les derniers kidnappings donc le prouvent, nous sommes dans une phase où la connexion entre la criminalité transnationale, et pour donner donc juste un chiffre, 28% du marché européen est alimenté par la cocaïne qui provient de l'Amérique latine. C'est-à-dire, pour vous donner donc un chiffre, c'est plus de 50 tonnes de cocaïne qui arrivent vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, tant que, justement, comme Monsieur le ministre Kenyon l'a dit, tant qu'on n'a pas pris connaissance que finalement, donc, le problème de l'existence de l'AQMI dans la région sahélo-saharienne et du Shabab dans la région du Corne d'Afrique et du Boko Haram au Nigeria. Et tant qu'on n'a pas compris aussi que la persistance donc, de certains conflits qui sont maintenus dans cette zone, donc tant qu'on n'a pas compris qu'il est temps que de changer donc, de politique et de stratégie et d'apporter d'autres réponses, on est en train encore de se tromper de réponses à apporter à cette époque. Désolé d'avoir abusé du temps, mais peut-être que c'était ma revanche. C'est pas le mien, c'est pas le mien. C'est Mahmoud, rapidement, s'il te plaît, désolé. Très rapidement, je te promets d'être bref et serein aussi. Deux points essentiels ont été soulevés, je crois qu'il faut revenir là-dessus. Le jeune homme qui a parlé de la dimension éducationnelle, je crois que c'est très important et je suis très content de vous entendre parler de ça parce que fondamentalement, il y a un aspect pédagogique à la question. C'est-à-dire ce qu'on voit dans notre discussion aujourd'hui, non seulement c'est la complexité du problème, mais ce qui manque, c'est fondamentalement une compréhension des enjeux, de la thématique. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une thématique qui est éminemment pertinente pour la grande région du monde arabe, mais dont on voit qu'elle n'a pas été traitée de manière systémique, comme je l'ai dit. Donc ce que vous dites est très vrai. Je pense qu'il y a aussi, dans la deuxième partie de votre commentaire, la dimension globale qui avait été abordée tout à l'heure par le ministre. Donc il y a un enchevêtrement de ces questions qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir d'abord traiter la question, il faut pouvoir un petit peu en parler, la comprendre, afin d'entamer des processus. Et donc la dimension pédagogique que vous
que vous identifiez, je m'y inscris entièrement. Ce qui rejoint également ce que mon ami, je suis heureux de vous revoir, parle, c'est essentiellement la question de la causalité. C'est vrai, c'est tout à fait important de voir que s'il y a des problèmes, si vous voulez, en aval, il y en a fondamentalement en amont. Le problème, et ça rejoint le commentaire du jeune homme, c'est la complexité de la thématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous en citer beaucoup, je les ai notés pendant que vous parliez, la pauvreté, le sous-développement, ce que vous appelez les maux sociaux, ce qui est très vrai, c'est un peu la dimension locale, immédiate, sociétale, mais il y a toutes sortes de causalités auxquelles on a fait référence, qui sont des causalités transnationales, hybrides, cette espèce d'enchevêtrement entre criminalité un jour, terrorisme de l'autre, violence beaucoup plus menée par des groupes de jeunes d'ailleurs. De plus en plus, le facteur de la jeunesse est important. Souvent, pour les raisons que vous indiquez, fait que le traitement de la causalité en amont est tout aussi complexe, si vous voulez, pour l'identification. Donc je crois que tout ça, ça participe du besoin pour moi de poser la thématique de la violence armée et du problème qu'elle pose au développement de manière centrale, frontale, et de la traiter de manière générale, mais aussi dans le contexte de ce qui a été dit sur la complexité du printemps arabe. Un printemps arabe dont on voit qu'il peut être lu d'une manière ou d'une autre, et certainement, je peux tout à fait entrevoir, même si on peut accepter une vision négative du passé de la Libye que je crois tout le monde accepte, mais on peut entrevoir une potentielle irakisation de la Libye si ces thématiques ne sont pas traitées rapidement en termes de développement de la violence, de présence de l'armement, de volatilité de la situation. Et ça nous ramène précisément à ce besoin de politique pour traiter cette question. Je n'ai pas été si bref que ça, mais je m'en excuse. Merci. Très rapidement, un mot pour John, et ensuite je donnerai la parole à Monsieur le ministre pour qu'il nous fasse une conclusion. Very quickly, the question raised about the intervention in Syria. And I think we have to realize that even though the scale of the bloodshed there, the scale of the brutality there may in some ways warrant such intervention, that doesn't necessarily make it a very good idea or particularly feasible. I also think it's important to remember that even when we feel entirely frustrated by what appear to be a complete absence of other means, that still doesn't mean military intervention would be a good idea. I actually think that in the case of Syria, there are other steps. Nothing guaranteed that would work, but I think, and that's why I think I disagree with Suad. I think the Arab League decision to suspend Syria is a very good move, a very positive move, because I think it could clear the way for international political intervention, not military intervention, in the form of a strong Security Council resolution that would, for example, mandate an international arms embargo on Syria, and in fact all parties in Syria, not just the government, and that would also mandate international compliance with targeted sanctions against some of the key people in the regime. So I think that's certainly a step that we'd want to take before we start talking any more about military intervention. Thank you very much, John, for this extremely brief speech. Mr. Minister, if you want to add conclusion, thank you very much. You have the role. Thank you very much. I fully agree with the good lady sitting here, her analysis of the root causes. And I think you can never solve a problem if you don't know its cause. And I think issues of injustice, issues of inequality, issues of intolerance, issues of extremism, issues of repression, use of access to resources, all these are a complexity that brings about these conflicts, and I think they need to be addressed. But I also want to mention that the gentleman who spoke very violently about the French intervention in Libya, it's a bit stressful to some of us. We, from the African Union, to which Libya was a member, a legitimate member, certainly were not in agreement with many of the things that Gaddafi was doing. We've never lauded what he did to his people. He was an African leader. When did the French discover that Gaddafi was a bad man? They have been causing with him. They have been entertaining him. They have been meeting him. The UN Security Council resolution was to impose a no-fly zone. Is that what they did? I don't think so. You can draw a parallel with the famous case of weapons of mass destruction. Where are they?
yet they were used as an excuse to do a mischief. What we are saying is that let's not apply double standards and let's not engage in doublespeak. It is not true to justify some of the things that we hear. The African Union, with a full-fledged Peace and Security Council, had a roadmap for the resolution of the Libyan problem. Nobody listened to African Union. If the firepower that I saw in Libya can just 1/100, 1 over 100, be directed to Somalia, there will be no Al-Shabaab. But why aren't we in Somalia? Because Somalia has no oil? I don't know. I think, Mr. Chairman, as an African leader, if we really want to address issues of conflicts, then we must have a holistic approach. We must avoid double standards. We must avoid pontificating on issues that are not justifiable. And we must agree that in a globalized system, in a system where we are all seeking to have the UN and regional groupings play central roles, when international prefects come in and ignore the views of those who are even closer to the problem, then there's no justification. And we can debate until the chicken come home to roost. Each one of us will hold our views. I, from the African Union, and my country is a very critical member of the African Union, is certainly saddened by what the French and the British did in Libya. And there's no hiding about this. But that's not the topic here. We're trying to find out, why do we have armed conflicts? And is a conflict fueled by an outsider any better than a conflict fueled by an insider? I don't think so. Thank you. Thank you very much. Merci à tous, merci Monsieur le Ministre, merci aux panélistes d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre patience. Le sujet est naturellement loin d'être épuisé, mais je pense que c'est une idée qui doit continuer à être traitée et que le travail de pédagogie qu'on a essayé de faire aujourd'hui doit se poursuivre, peut-être ici et dans d'autres lieux. Merci à tous.